Dans les titres de l'actualité en République démocratique du Congo, le Premier ministre a demandé à tous les membres du gouvernement de faire leur déclaration de patrimoine dès leur entrée en fonction. En lisière des parcs du Gabon, la lutte contre le réchauffement climatique ne convainc pas les populations locales. Et puis le président américain Donald Trump, menacé par une procédure de destitution, a dénoncé ce mardi soir un coup d'État. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nabil Karoui reste en prison. Le candidat arrivé deuxième à l'issue du premier tour de la présidentielle en Tunisie ne fera pas campagne. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Tunis qui a rejeté ce mardi une nouvelle demande de libération du candidat. Mais ses avocats ne comptent pas baisser les bras. La Cour d'appel de Tunis a rejeté ce mardi une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle Nabil Karoui, moins de 2 semaines avant le scrutin. Cette décision de la Cour intervient alors que la campagne du second tour doit démarrer sous peu, dès les résultats définitifs proclamés par l'instance chargée des élections et l'absence de Nabil Karoui pourrait peser lourd. Assurant que cette position était partagée par de nombreux Tunisiens, Atem Mliki, le porte-parole de l'homme d'affaires, a d'ailleurs réclamé que le scrutin soit suspendu tant que le candidat est en prison. Nabil Karoui et son frère Ghazi sont poursuivis dans le cadre d'une enquête entamée après le dépôt d'un dossier les concernant par l'ONG anticorruption tunisienne iWatch. Le juge d'instruction avait décidé en juillet le gel de leurs biens ainsi qu'une interdiction de quitter le territoire. Le candidat Nabil Karoui a néanmoins été validé par l'instance chargée d'organiser les élections et il a depuis fait campagne par l'intermédiaire de la chaîne de télévision qu'il a fondée, Nesma, et de son épouse, Salwa Smaoui. Par ailleurs, un débat télévisé inédit est prévu entre les deux hommes sous réserve qu'ils puissent tous les deux y participer. La télévision nationale s'est même dite prête à organiser le débat en prison si besoin. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a demandé à tous les membres du gouvernement de faire leur déclaration de patrimoine. Ils devront le faire dès leur entrée en fonction. Les membres du gouvernement congolais ont jusqu'au 6 octobre prochain pour déposer à la Cour constitutionnelle la liste de leurs patrimoines familiaux. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dans sa communication faite lors de la 3e réunion du Conseil des ministres tenue le 27 septembre dernier à Kinshasa. Et pour montrer l'exemple, il s'est rendu ce lundi à la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de son patrimoine familial. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la haute juridiction la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations et autres valeurs, stipule la Constitution du 18 février 2006 en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement en son article 99. À cette date, celui qui n'aura pas fait la déclaration de patrimoine familial devra être poursuivi par la justice avec possibilité de perdre son mandat, explique un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui assure avoir recensé plusieurs personnes qui n'ont jamais fait de déclaration ni à l'entrée en fonction ni à la fin du mandat et qui n'ont jamais été inquiétées. Au Burkina Faso, pays en proie à d'incessantes attaques djihadistes, les zones sûres se réduisent comme peau de chagrin. Les taux se resserrent autour de Ouagadougou, analyse un observateur.
La moitié du Burkina Faso, sa capitale Ouagadougou et ses régions frontalières sont fortement déconseillées aux voyageurs, selon la chancellerie française. Le département d'État américain a classé la quasi-intégralité du pays en rouge, conseillant aux voyageurs de reconsidérer leur déplacement dans la capitale. Alors que les autorités ont longtemps minoré l'ampleur du fléau, le président Roch Marc Christian Kaboré reconnaît que la préoccupation essentielle aujourd'hui du Burkina Faso reste la situation sécuritaire. Près de 600 morts, dont une vingtaine le week-end dernier, plus de 1000 selon des sources de la société civile. Mal équipée, entraînée et encadrée, l'armée est incapable d'enrayer le phénomène. Quelques 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leur maison en raison des attaques, des violences communautaires qu'elles attisent ou des exactions des forces de sécurité. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, fin septembre, le président du Burkina rappelait que 3 à 4% d'élèves, depuis le début de ces attaques terroristes, ne vont plus à l'école, ce qui correspond à près de 2000 écoles fermées. D'après une source sécuritaire, il y a une attaque par jour ou presque. Les attaques plus étendues sur le territoire, plus violentes, plus meurtrières, occasionnent d'autres violences intercommunautaires et la création de milices d'autodéfense. Dans le nord et l'est, il est devenu difficile de se déplacer. Certaines routes sont déconseillées en raison de la présence fréquente des djihadistes qui disposent de relais et d'informateurs dans les villes. Je le disais en titre, en lisière des parcs du Gabon, la lutte contre le réchauffement climatique ne convainc pas. Dans le parc national d'Akanda, industriels et riverains comptent sur les forêts ainsi que les minerais qu'elles recouvrent pour vivre. Alors que la Norvège a annoncé une semaine plus tôt d'accorder au Gabon un contrat d'une valeur de 150 millions de dollars pour la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre le réchauffement climatique ne provoque pas exactement l'enthousiasme des populations locales. Dans le parc national d'Ankada, industriels et riverains comptent sur les forêts ainsi que les minerais qu'elles recouvrent pour vivre. Voilà. Notre fierté, c'est aussi d'avoir un lopin de terre pour pouvoir loger ses enfants, sa famille. Ça, c'est aussi une fierté pour nous. C'est vrai, la forêt, elle est là. OK, on est d'accord. Mais après, l'autre fierté aussi, c'est de savoir se sécuriser. Donc avoir un terrain, une maison, pour pouvoir protéger sa famille. C'est une forêt classée, donc il y a des textes qui font, n'est-ce pas, cette forêt. Voilà. Malheureusement pour nous, nous on n'a pas respecté ces textes. Une forêt classée, c'est un endroit où, on n'exploite pas le bois, on ne défriche pas la forêt pour faire les plantations, on n'y chasse pas, on ne fait pas de prélèvement un peu n'importe comment, voilà. On n'y vend pas les terrains. Voilà, on a pratiquement fait tout le contraire. Voilà. Ce dilemme de la population et la volonté d'exploiter les forêts ainsi que les minerais qu'elles recouvrent pousse le gouvernement à un jeu d'équilibriste pour assurer à la fois les écologistes, les industriels et les populations. Aux États-Unis, le président Donald Trump a qualifié ce mardi soir la procédure de destitution qui le menace de coup d'État. Ceci après avoir lancé des attaques tous azimuts contre l'opposition démocrate ces derniers jours. Il y a une semaine, les démocrates ont ouvert une enquête contre le milliardaire républicain en vue d'une destitution. Il lui reproche d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique il y a 2 mois, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour porter les couleurs démocrates en 2020. Assurant que son échange téléphonique estival avec Volodymyr Zelensky n'avait rien de répréhensible, le président Donald Trump, menacé par une procédure de destitution, a dénoncé ce mardi un coup d'État. J'en arrive à la conclusion que ce qui est en train de se passer est un coup d'État visant à prendre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, son 2e amendement de la Constitution, sa religion, son armée, son mur à la frontière et les droits qui lui ont été donnés par Dieu en tant que citoyen des États-Unis d'Amérique, a-t-il tempêté sur Twitter.
Par ailleurs, Donald Trump veut connaître l'identité du lanceur d'alerte qu'il a accusé d'avoir sollicité l'ingérence de l'Ukraine dans l'élection de 2020. Mais plusieurs élus démocrates comme républicains l'ont mis en garde contre toute tentative de menace sur cette personne qui serait un analyste de la CIA. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Au menu de la revue de presse Afrique du jour, le Cameroun, le dialogue national a du plomb dans l'aile, la Côte d'Ivoire avec notamment les critiques vis-à-vis de la CEI, le Sénégal où l'avenir politique de Khalifa Sall est en question et le Burkina Faso où les récents propos du Premier ministre déclenchent l'ire de l'opposition. Au Cameroun, justement, le dialogue national se poursuit même s'il perd de plus en plus de participants. Cameroun Tribune titre en manchette « Grand dialogue national au cœur du débat ». Mais des personnalités ont claqué la porte à ce dialogue. Le messager titre « Dialogue national, ils ont claqué la porte à Dion Ngouté », ulcéré par la démarche partisane de la conduite des travaux par le Premier ministre Akérémouna, Alice Sadio, Jean-Jacques Ekindi et Célestin Bedzigui quittent le navire. Le jour revient sur ses départs et titre « Maître Akérémouna, pourquoi j'ai quitté le dialogue ?» Une interview exclusive de l'opposant à retrouver dans les colonnes du jour. L'œil du Sahel pour finir, Grand Nord, curiosité et grands absents au grand dialogue national. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin titre « Financement du développement de l'Afrique, les recettes de Ouattara ». Le chef de l'État a ouvert hier le 5e forum de la Banque mondiale. Le patriote parle politique et relaie à sa une interview. Bilé Diemeleou, maire de Dimbokro, l'opposition se cherche, le RHDP avance. Le nouveau réveil titre pour sa part installation d'une CEI unidirectionnelle. Le régime prépare une autre crise électorale, puis de s'interroger que vaut le serment après un passage en force. La société civile avertit, l'exclusion de l'opposition n'est pas bonne pour la paix. Au Sénégal, la calmie politique est sur toutes les lèvres. Direct Info de titrer « Réconciliation Makiwad, libération de Khalifa, poursuite du dialogue national, le satisfecit des universitaires républicains. » Sud Quotidien de renseigner « Participation envisagée du PDS au dialogue politique, Wad s'engage. » Enquête consacre sa une à l'ex-maire de la capitale, avenir politique de l'ancien maire de Dakar, l'équation Khalifa. Même questionnement avec le Témoin, gracié dimanche par le président de la République, quel avenir politique pour Khalifa Sall. Au Faso, pour finir, le pays parle de rentrée scolaire 2019-2020, les élèves initiés à la discipline, le personnel au sens de la responsabilité. Autre titre, avec le même journal, déclaration du Premier ministre sur l'impôt unique sur le traitement des salaires, IUTS, provocatrice et inopportune selon Alphonse Marie-Ouedraogo du CEFOP. Même titre avec le quotidien, le CEFOP à propos de l'IUTS, cette décision vise à diminuer les salaires des fonctionnaires. Christophe Dabiré, invité à la 3e session du bureau politique national du MPP, avait annoncé qu'à partir du 1er janvier 2020, l'IUTS sera appliquée sur les indemnités et primes de fonctionnaires. À travers cette sortie, l'opposition politique lui a répondu ce 1er octobre. Voilà qui met terme à la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'avoir suivi. Et c'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.